Voilà. Et donc, bienvenue dans ce Meet the Expert sur la grossesse et le diabète de type 1. Donc, comme je le disais, on a la chance de recevoir la professeure Yardena Pouder. Peut-être vous souhaiteriez, avant de commencer, vous présenter en quelques mots, professeur? D'accord. Alors, on peut se tutoyer, hein. Je suis Jardena. Merci. Je suis médecin diabétologue. Je travaille avec Giacomo assez longtemps au CHUV. Et il y a autour de 10 ans peut-être, j'ai créé cette unité de diabète et grossesse où on a un focus sur tout ce qui est autour de la grossesse. On est aussi en sein de la maternité à Lausanne dans le CHUV. Et c'est vrai qu'on va dire au niveau de volume de patientèle, la plupart des gens ont un diabète gestationnel. Et après, voilà, certaines ont un diabète type 2, d'ailleurs, plus en plus, et aussi un diabète de type 1. Et il y a des moments où on a fait de consultations préconception ensemble avec des obstétriciens. Euh, on le fait maintenant plus à la carte par rapport à ça. Alors, je m'imagine, et ma recherche, elle est liée beaucoup autour de diabète et grossesse, ou grossesse et santé métabolique. Alors, c'est juste que c'est de nouveau plus des femmes avec un diabète gestationnel au niveau de la recherche, mais aussi des recherches de glucosensors de la grossesse ou autre. Et Voilà, puis, et je me réjouis d'avoir plus de retours, un peu aussi des côtés questions patientes ou soucis patients, pour l'avoir dans une autre forme. parfait. Puisque vous avez parlé de préconception, la première question qui me vient à l'esprit, c'est peut-être à quoi faut-il faire attention lorsqu'on a un diabète de type 1 avant de tomber enceinte ou voilà, quels sont les points vraiment d'attention euh, dans cette démarche? Alors, j'ai juste un peu une question, peut-être les gens qui sont là, il y a des gens qui ont un projet de grossesse qui est assez dans le futur, ou des gens qui ont un projet de grossesse plutôt immédiat, ou pas du tout, je ne sais pas si... Je laisse peut-être la question répondre Doriane. Non, c'est dans le futur. Mais on sait D'accord. que c'était assez rare d'avoir des Ouais, petits. des questions par rapport à ça. Ouais. Parce que ça dépend un peu du timeline qu'on a, justement, si c'est une grossesse qu'on aimerait dans les semaines qui viennent, ou dans les mois ou années qui viennent. Euh, c'est sûr que le contrôle avant la grossesse, de contrôle glycémique avant la grossesse a un rôle très protecteur par rapport à la grossesse elle-même. Après, il y a des recommandations de seuil de léon glyqué qu'on aime avoir avant la conception, mais c'est aussi aidant s'il y a un bon contrôle avant, au niveau aussi des complications microvasculaires, par exemple, qui sont souvent présentes, et je veux en revenir aussi. L'acide folique, de prendre l'acide folique, ça c'est quelque chose de très important. Et il y a beaucoup de discussions sur quel dosage d'acide folique pour des patients qui ont déjà un diabète préexistant. Est-ce qu'il faut 0,4 microgrammes, qui est on va dire 0,4 mg, qui est le standard dans un prénatal, 0,8 ou 1 mg, à certains moments on a dit 5 mg. Ce qui est le plus important, c'est le prendre au moins 3 mois avant. Ça, c'est plus important que le dosage. Et probablement, c'est avantageux de prendre 0,8 ou plus au niveau du dosage. Après, c'est un contrôle de tout ce qui est au niveau de où on est avec les yeux, où on est avec les reins par rapport à la grossesse. La troisième chose, c'est la thyroïde. Il vaut la peine de regarder l'état de la thyroïde avant la grossesse. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, et l'autre maladie auto-immune endocrinienne la plus fréquente dans ce groupe d'âge est clairement la thyroïdite auto-immune, et qui aussi est souvent d'ailleurs testée de plus en plus par les gynécologues chez tout le monde qui a un diabète de type 1 ou un diabète préexistant. Mais ça, c'est des choses qui vaut la peine de réfléchir un peu avant. Ce que je pense, c'est aussi utile, c'est de voir aussi l'obstétricien avant, ou l'obstétricienne, par rapport pour avoir un peu une idée de comment on aimerait accoucher. Vous Est-ce dites qu'on avant, aimerait... Pardon?
Quand vous dites avant, c'est combien de temps avant? Bah, je pense que ça dépend de l'anxiété de chacun. Ça suffit de le faire quelques semaines avant si on a un rendez-vous. Euh, pour aussi avoir une idée, il y a vers la fin de la grossesse quand même beaucoup de contrôles obstétriques qui se font au niveau de CTG, Manning et toutes ces choses-là. C'est-à-dire d'être un peu préparé à ça, de regarder aussi par rapport au travail. J'aurais dit à partir de 32, 34 semaines, il y a quand même beaucoup qui se fait et qui va influencer peut-être aussi l'activité de la personne. Et après aussi, ça dépend maintenant aussi quel type d'assurance on a et où on aimerait accoucher et où c'est plus ou moins possible ou non avec quand on a un diabète, par exemple l'accouchement à la maison en général, au moins en canton de Vaud, ça se fait pas quand on a un diabète préexistant, par exemple. Après, une autre chose, c'est aussi de s'imaginer un peu comment on aimerait faire après. Les questions, est-ce qu'on aimerait allaiter, est-ce qu'on n'aimerait pas allaiter? Je trouve ces choses-là sont bien à réfléchir aussi en amont. Et j'avais aussi quelque chose dans la tête, et maintenant je me souviens plus. Oui, je pense qu'une autre chose, ça dépend beaucoup de l'âge où on tombe enceinte. Et on a tendance de beaucoup avoir après un focus sur le diabète. Et ça m'est arrivé avec les 2 ou 3 derniers accouchements, qu'il y a aussi des complications qui ne sont pas liées au diabète et qu'on oublie et qui viennent et qui sont parfois plus fréquents avec un âge plus avancé et qui, en fait, au niveau de la prévalence totale, sont plus importantes que des complications qui sont purement liées au diabète. Donc, des fois, on fait trop le focus, peut-être, enfin trop, je sais peut-être mal m'exprimer, mais en fait, on pense que c'est en lien avec le diabète de type 1, alors qu'une grossesse gériatrique, je crois que c'est le terme, hein, vous dites si je me trompe, peut être aussi source de risques importants. Voilà, qui parfois sont voilà, plus fréquents, on va dire, au niveau de la population. Alors, je pense que ça, c'est aussi quelque chose à réfléchir avant et de s'y préparer. Parce que la majorité des patients me dit, je me suis préparée tellement attendu à avoir des complications potentielles liées au diabète, mais après, il y a des choses qui sont très différentes. Il y a des saignements qui sont liés à la tension artérielle, il y a plein de choses. Alors, en général, une grossesse se passe quand même bien. Il faut quand même dire aussi. Une grossesse, c'est quelque chose de cool. Quelque chose qui fait plaisir et à la fin, il y a un enfant qui sort et ça, voilà, c'est dans la plupart des temps, c'est quelque chose qui est une aspiration. Et je trouve ça, on ne devrait pas oublier avec toutes les autres soucis qu'on se fait avec pour faire du bien et faire du juste. Mais si on pense aussi aux complications, on en a aussi des complications qui ne sont pas du tout liées au diabète. Mhm. Quand vous parlez de complications, vous parlez de quoi exactement? Qu'est-ce qui peut arriver concrètement? Ça peut être un arrêt, par exemple, au niveau de l'accouchement, que l'accouchement avance pas, il y a besoin d'une césarienne en urgence, et ça peut être des déchirements, ça peut être des problèmes du cordon autour du bébé, qu'il y a peut-être que le bébé a moins d'oxygène pendant un certain temps, des choses qui ne sont pas du tout liées au diabète. Après, il y a des choses qui peuvent être liées en partie aussi au diabète, mais ne pas exclusivement dues au diabète. Là, on pourra dire des choses comme la cholestase ou la prééclampsie ou les choses de cet ordre-là. Ou même la jaundice qui a quand même beaucoup d'autres étiologies aussi. Mhm. Et du coup, dans les patientes que vous voyez au quotidien, comme vous le disiez, hein, la grossesse, c'est quelque chose de positif et c'est une belle expérience. Et vous avez enfin, vous avez la majorité des patientes, j'imagine, pour lesquelles la grossesse se déroule bien. Qu'est-ce que vous observez dans la pratique? Oui, j'aurais dit ça aussi. Après, c'est toujours la question. On a peut-être aussi perdu un peu de tolérance à des choses qu'il y a 20 ans ou 30 ans étaient des mini-problèmes. Et maintenant, on le regarde différemment. C'est-à-dire, peut-être on a une attente d'un certain perfectionnisme et que chaque grossesse, elle a des moments où il y a des problèmes, des petits saignements, des lombalgies, il y a de toutes sortes de paramètres. Et
là, je pense, c'est aussi la question des attentes, de qu'est-ce que, voilà, avec quoi on est heureux ou content, ou on regarde quelque chose comme le problème. Et je pense que le curseur, on a peut-être aussi un peu changé, qu'on attend peut-être aussi au niveau médical parce qu'on a plus d'options, et comme aussi au niveau patient, on attend un certain perfectionnisme d'une grossesse idéale ou d'une expérience idéale. Et ça, il y a des problèmes et des douleurs ou des choses comme ça qui font aussi partie d'une grossesse que j'aurais encore appelée harmonieuse. Ok, et c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous dites parce que ça m'amène à ma deuxième question. Vous avez cité hein, quelques éléments sur lesquels il faut être attentif si on a un projet de grossesse, si on vient avec un diabète de type 1, une glycémie et une hémoglobine glyquée plutôt dans les normes, vérifier les organes, les atteintes aux yeux ou aux reins et la thyroïde. J'ai bien reformulé, je crois que j'ai rien oublié. Qu'est-ce qui se passe si une personne qui a un diabète de type 1 ben, tombe enceinte et c'était pas prévu? Ah. Alors, je vais dire, ça dépend beaucoup quel est le désir de grossesse et voilà, il y a d'autres facteurs de nouveau que le diabète qui peuvent jouer un rôle, que c'est une grossesse désirée ou non désirée. J'aurais dit d'abord, si on regarde purement scolaire, l'hémoglobine glyquée qu'on aimerait bien autour de la conception, il est 6,5. C'est un hémoglobine glyquée quand même assez costaud. Et dans la grossesse, ça dépend de nouveau de recommandations, dans le deuxième et troisième trimestre, certaines recommandations associations 6,5 et certaines même 6%. Et à savoir que l'hémoglobine glyquée dilue un peu dans la grossesse et que là aussi, il y a des adaptations, c'est une dilution qui est aussi liée au turnover augmenté de globules rouges. Et alors, ça, on va dire, c'est l'idéal par rapport à ça. Maintenant, souvent, on n'est pas l'idéal et souvent, une grossesse, surtout pas planifiée, on est peut-être au niveau du contrôle métabolique, pas dans l'idéal. Et là, ça dépend beaucoup de la question de combien on est au-dessus de l'idéal. C'est très différent si l'hémoglobine glyquée est 7,3 ou si l'hémoglobine glyquée est à 12%. Et à 12%, on est vraiment déjà dans une situation où les malformations sont déjà plus fréquentes. Et après, ça dépend aussi comment est la fonction rénale, est-ce qu'il y a d'autres problématiques par rapport maintenant à la question de malformation. C'est-à-dire, le sucre trop élevé, on peut dire, ça, c'est toxique pour la formation des organes. Et les malformations en général, ils se passent dans le premier trimestre. C'est-à-dire l'enjeu des glycémies, c'est avant la grossesse, juste les quelques semaines avant, et le premier trimestre. Après, des autres choses qui sont liées à la croissance du bébé, sont liées à la maturation des poumons, qui sont liées à d'autres choses qui peuvent influencer la glycémie même du bébé, la taille du bébé, tout ça, c'est possiblement aussi déjà influencé au premier trimestre et clairement au deuxième et troisième. Alors le shift, il change un peu par rapport à pourquoi on veut un contrôle qui est bien, pourquoi on fait ça, et c'est pas toujours pour les mêmes questions, pour les mêmes raisons. Alors on tombe enceinte. Alors ça dépend aussi quel médicament on prend à ce moment-là. Et là, c'est vrai que maintenant on est dans un contexte de diabète type 1. Dans un contexte de diabète type 2, il y a souvent encore plus de médicaments qui vont avec, que la personne elle a peut-être plus, mais la plupart des médicaments qu'on prend contre une hypertension, souvent on prend quand on a un diabète type 2, ou contre la microalbuminurie, contre la protéinurie dans l'urine, ces médicaments, on doit arrêter ou changer. Et les médicaments contre le cholestérol, si on prend, on doit arrêter. En général, on propose de prendre l'aspirine dans la grossesse et idéalement commencer l'aspirine avant 16 ou 17 semaines et le continuer à peu près jusqu'à 37 semaines. Et
Et alors, on a le contrôle glycémique, on a les arrêts de médicaments, si quelqu'un maintenant tombe enceinte, et on a la présence ou non des complications. Si quelqu'un, par exemple, il a une maladie rénale très, très avancée, avec un fonctionnement rénal très à la limite, par exemple, là, on déconseille une grossesse. Mais je parle de l'extrême. Et c'est pour ça que ça dépend beaucoup des combinations entre le contrôle, entre la présence de complications, entre qu'est-ce qui était pris aussi dans la grossesse. D'ailleurs, aussi des drogues, hein. C'est aussi des choses qui vont avec, des drogues, après l'alcool, le tabac. Tout ça joue aussi un rôle par rapport à une grossesse non planifiée qui est soudainement là et où on se demande, en plus des questions, on va dire, plus psychosociales, de qu'est-ce qu'on fait avec cette grossesse. Est-ce qu'on veut la continuer ou non? Je pense que ça, c'est déjà une question qui se pose dans une grossesse complètement non planifiée. Dans la plupart des grossesses, comment il faut dire, qui ne sont pas exactement non planifiées, mais ils ne sont pas exactement planifiés non plus. C'est-à-dire, c'est pas planifié, mais c'est pas la fin du monde si ça arrive maintenant versus dans 2 mois versus dans 1 an. C'est le contexte le plus fréquent qu'on a, surtout avec les gens qui ont un diabète de type 1. Et là, en général, la grossesse, elle est maintenue et on fait très similaire comme on fait avec beaucoup d'autres dames qui planifient une grossesse. C'est-à-dire, on regarde rapidement de donner l'acide folique, de commencer l'aspirine, de voir avec l'obstétricien, de regarder ce qu'on peut améliorer pour le contrôle, de faire un dépistage des différentes complications et de aussi se réfléchir un peu si au niveau des insulines, il faut faire une adaptation. La plupart des insulines, ils sont maintenant admis et ils sont bien étudiés dans la grossesse, mais il y en a certaines, peut-être le Liomièvre ou d'autres insulines à glucosyline, qui ne sont pas idéales dans la grossesse et qu'en principe, on pose d'adapter, de changer. C'est vrai Qui que n'ont pas de label. vous parliez justement de ce premier trimestre qui est déterminant puisqu'il s'agit de la formation des organes principalement. Comment ça influence les besoins en insuline dans le corps de la personne qui est enceinte? Est-ce que voilà, il y a plus de besoins, moins? Comment finalement ça s'articule pour avoir toujours une glycémie optimale, le plus optimale possible? Alors, moi, j'avais pensé de ne pas montrer une slide. Mais pour ça, je pense que je vais montrer une slide, si c'est OK Pas de pour vous, souci. parce que je pense que c'est plus visuel par rapport à ça. Je ne sais pas si Victoria avait une question, Pardon, oui. parce qu'elle a fait des Oui, signes. alors ouais, j'en avais plusieurs déjà. La première, c'était quand vous parliez de risque par rapport à l'âge. Enfin, à partir de quel âge vous considérez que c'est plus à risque? Je sais, Vous c'est la allez question. Et et puis après, mon autre question, c'était par rapport au traitement parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Et je sais que moi, quand j'ai dit que je voulais être enceinte, on m'a dit c'est la pompe obligatoirement. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez par rapport. Cela dit, maintenant j'adore la pompe et je vais garder la pompe alors que je pensais que je l'aurais que pour la grossesse, mais je voulais savoir un peu votre avis par rapport à ça. Alors, je vais peut-être d'abord demander la première question qui était, c'était quoi, rappelez-moi? L'âge, L'âge. Euh, l'âge, l'âge. l'âge critique. Alors, c'est vrai que beaucoup de choses ont changé, hein, mais en général, à partir de 35 ans, au niveau métabolique, la grossesse est plus à risque. Et après, à l'âge de 40 ans, de nouveau, il y a un peu le deuxième réflexion il y a plus à risque au niveau métabolique. Alors, vous comprenez très bien, et je dois dire, j'avais aussi une fille à 35 ans, et vous comprenez très bien que c'est pas âgé. Pour notre vision aujourd'hui, 35 ans, c'est considéré comme jeune. Et là, on voit que peut-être des problématiques comme l'hypertension, prééclampsie qui commencent plus aussi à partir de cet âge-là, peuvent avoir un impact où l'âge a plus d'influence ou autant d'influence comme le diabète aussi. Voilà, surtout quand on approche jusqu'à 40 ans. Après, ça dépend aussi d'autres facteurs et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile quand on a un diabète, c'est toute la question au niveau du poids.
Le poids avant la grossesse et le poids aussi durant la grossesse, la prise de poids dans la grossesse, qui est plus difficile pour les patients, pour les personnes qui ont un diabète de type. À la question de la pompe, je reviens peut-être après, d'accord? Parce que je pense qu'on peut le lier différemment. Alors, je ne voulais pas partager, je partage juste tout mon écran, je pense que c'est plus facile, mais je voulais partager. Vous voyez la slide? Oui, tout à fait. Vous la voyez bien ou justement pas bien? Non, on la voit bien en plein écran, c'est parfait. D'accord. Alors, vous voyez qu'une slide, c'est juste vous la voyez comment il est. Alors, ça, c'est une étude qui n'est pas très récente, hein, date déjà de 15 ans, mais en principe, il y a beaucoup de choses qui sont encore utiles par rapport à ça. Vous voyez ici, je vais essayer de voir des annotations. Vous voyez ici vous voyez ici mon truc, ouais, mon stylo. Vous voyez les annotations que je fais? Oui, parfait. OK. Alors, ça, ce que je fais ici, c'est la glycémie, mais capillaire dans la grossesse. Ça, c'est la grossesse. Ici, elle commence 0, ici, elle finit. Voilà, 40, 42 semaines. D'accord? Alors, vous voyez que la glycémie, elle peut monter un peu et je vous explique après quoi. Après, elle descend un peu, elle est stable et vers la fin de la grossesse, elle peut descendre un peu. À partir de 36 semaines, elle peut descendre un peu. C'est aussi le moment où on a un peu plus de contractions et les contractions, c'est une activité physique du muscle. Il faut juste comprendre. Ça mange du muscle, ça mange du sucre. Maintenant, ces deux-là, c'est le besoin d'insuline d'une personne avec un diabète de type 1 et le rang, c'est les besoins en unité totale que vous avez ici comme échelle et les petits triangles, c'est le besoin par kilo par jour. D'accord? Alors ça, c'est les unités par jour. Alors si on veut commencer, on commence ici peut-être à total, alors c'est basal et bolus ensemble, de total de 10 ou 20 unités. Vous voyez ici qu'il y a un petit pic autour de en 17, 8, 9 semaines où le besoin monte un peu. Ça a à voir avec l'estrogène, le progestérone et d'autres choses. Et après, il y a une baisse de besoin et là, autour de 16, 17 semaines, vous voyez que le besoin, la baisse, le besoin sont plus bas qu'avant la grossesse. D'accord? Et après, et clairement à partir de 20, 24 semaines, le besoin monte. D'accord? Le besoin par kilo un peu moins, mais on prend aussi des kilos. Alors le besoin total, il monte. Et si on regarde ici, on est parfois au double ou même plus qu'on était au début de la grossesse. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est très, très dynamique. La grossesse, on peut presque dire, ça change chaque semaine ou les 2 semaines. Alors, évidemment, beaucoup de choses changent souvent, hein, si je suis plus active, si je suis plus stressée, si je mange un peu différent, si je vais en vacances. Mais la grossesse, déjà, au niveau des hormones, et les cytokines comme la TNF-alpha, des paramètres inflammatoires qui font qu'on veut que le corps, la nature, elle a prévu qu'il y a plus de ce qu'on appelle la résistance d'insuline qu'elle monte parce que c'est le moment où le nutrient doit aller chez le bébé qui doit grandir. C'est fait par rapport à ça. Mais ce premier trimestre, il est délicat. C'est un moment où il y a beaucoup plus de risques d'hypo. Et là, on vient peut-être aussi par rapport à la question de la pompe, au niveau de comment faire face à cette dynamique qui est toujours là. Alors, je vais arrêter le partage pour vous voir de nouveau. Voilà. Alors, la question de quelle insuline ou quelle pompe ou tout ça. Maintenant, je vais d'abord être scolaire.
Si on regarde les études, le sensor, le glucosensor, il a changé beaucoup au niveau des études chez les patients qui ont un diabète type 1. Il y a moins d'hospitalisation, il y a moins d'hypoglycémie du bébé, il y a moins d'hospitalisation de bébés en soins néonataux. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées clairement grâce au glucosensor, en plus aussi le contrôle de diabète. Chez les pompes, c'est pas si clair. C'est-à-dire, si on regarde les études au niveau scolaire, on ne voit pas des améliorations du contrôle métabolique clair, comme on le voit avec le glucosensor, chez les pompes traditionnelles. Si maintenant, et les outcomes bébés, on ne voit pas les différences. Maintenant, il y a des raisons que la pompe peut quand même être très avantageuse. C'est justement ce que je vous ai montré le premier trimestre au niveau de besoins des changements, au niveau des hypoglycémies, au niveau de tout ça, parce qu'on peut l'arrêter tout de suite, on n'a pas la basale tout le temps. Si soudainement la glycémie commence à baisser beaucoup plus, à un moment donné, on peut arrêter la pompe. On peut faire plus facilement. Et surtout quelqu'un qui a des très grands besoins, parfois c'est assez difficile au niveau de l'absorption quand on doit injecter des très grosses doses. On va aussi revenir à ça parce que ça change beaucoup dans la grossesse. L'absorption, elle est ralentie. Alors, beaucoup de choses sont ralenties vers la fin de la grossesse, pas que l'absorption d'insuline. Notre tête est aussi un peu ralentie à ce moment-là. Mais l'absorption d'insuline et aussi d'ailleurs la digestion est ralentie. Maintenant, la digestion, elle est ralentie pour tout le monde. On a un peu une gastroparèse qu'on appelle de grossesse pour toutes les femmes. Mais là, ça devient, on va dire, peut-être plus compliqué de faire face à l'insuline où l'absorption est retardée de 1% par semaine de grossesse. Alors, c'est-à-dire, c'est ralenti à peu près dans moyenne à peu près presque de 50% si on regarde début grossesse et fin grossesse, plus la gastroparèse qui est là. Et là, on peut parfois avec les pompes aussi avoir un peu des bolus spéciales, des bolus prolongés, des bolus duels, et que la pompe peut faire face. Alors, ça peut avoir des avantages par rapport à ça. Maintenant, il y a actuellement des pompes intelligentes. Je ne sais pas si quelqu'un chez vous, il a une pompe intelligente. Tu as quelle pompe? Alors, moi, j'ai la Ipsopump et on me l'a mise on me l'avait mise pendant ma grossesse. La Camops. Ouais. C'est-à-dire, tu l'as aussi avec l'intelligence de Camops. Alors, cette pompe-là, qui est la seule qui a la validité de grossesse parce qu'elle peut aller avec le seuil bas, et parce que maintenant, il y a une étude qui est sortie pour elle, et cette étude a montré vraiment une amélioration du contrôle métabolique. Alors, ça, c'est la seule étude, et c'est une très belle étude, qui a montré une amélioration avec cette pompe, et c'est qu'avec cette pompe intelligente, et qu'avec cette pompe intelligente, c'est-à-dire que ça montrait, ils n'ont pas regardé, ils avaient trop peu de patients pour regarder les outcomes bébés et tout ça, il faudrait plus. Et moi, je dois dire, les grossesses avec cette pompe intelligente, je suis quand même, voilà, je suis presque 30 ans dans le business de diabète et c'est une révolution. C'est une révolution que ça existe. On peut avoir, alors, je ne dis pas que le load mental, il est enlevé. Je pense qu'il est déplacé à autre chose. Mais c'est-à-dire, voilà, vous avez peut-être moins de soucis avec cette pompe intelligente la nuit, ça vous corrige vous-même, ça vous fait beaucoup de choses bien. Mais dans mon expérience dans la grossesse, si on veut avoir un bon contrôle aussi avec la Camops, il faut quand même aussi être derrière. Et peut-être derrière différemment, derrière parfois la technique qui traite, parfois les cathéters qui ne marchent pas, voilà, les réactions cutanées qui sont là, toutes sortes d'autres choses, et d'être en général derrière. Vous me dites qu'est-ce que c'est au niveau de charge mentale en général. Moi, je pense que c'est un peu un déplacement de la charge mentale, mais probablement aussi une certaine réduction parce que ça peut faire des choses incroyables qu'on ne s'imaginait pas il y a 5 ans. Et ça, voilà,
quand on voyait comment parfois on a dû se battre avec certaines, et j'ai des patients où j'ai fait première grossesse pas avec cette pompe, deuxième avec cette pompe, et parfois aussi des patientes allophones où tout était une sorte de extrêmement difficile et on ne savait pas si la chance ou moi faisait plus des choses. Cette pompe, elle peut quand même faire une grande différence. Mais c'est pas sans une charge mentale qui va avec et une implication qui va avec. Alors, elle n'enlève pas ça, j'aurais dit. Elle enlève peut-être une partie et elle le déplace d'une autre partie. Mais ce sera intéressant de voir votre retour. Alors, si je refais le résumé sur la question de pompe, en général, si on prend toutes les pompes qui existent, au niveau études, on n'a pas un bénéfice, on l'a que pour une pompe spécifique intelligente. Mais pour des patients qui ne veulent pas de tubuleur, par exemple, et qui veulent une patch pompe, elle peut aussi avoir des avantages au niveau de la gestion parce qu'on peut réagir plus rapidement à des besoins en changement, à des repas plus complexes, à des fins de grossesse ou avec la gastroparèse ou à des très grandes doses. Voilà, maintenant, ce serait intéressant de voir ce que vous pensez par rapport à la CAMAPS et la grossesse. Bon, alors Au moi, niveau de tout, charge mentale et notion contrôle. oh, vous avez combien de temps? Non, alors moi j'ai été la première patiente j'avais la pompe Ypsomed pendant le début de ma grossesse et en fait à 7 mois de grossesse j'ai eu le système. Donc c'était un petit peu un pari qu'on a pris et puis j'ai une grossesse qui s'est très bien passée, nickel, enfin tout bien et j'ai eu après quelques complications. Donc un peu douche froide après l'accouchement. Mais je dois dire que si je peux, enfin, je veux pas inquiéter ou stresser les autres femmes. Et c'est surtout de dire qu'effectivement, la pompe, j'étais archi contre. Et si c'est ça votre question, ça m'a vraiment beaucoup aidé, notamment la nuit et la gestion aussi le jour de l'accouchement parce que ben en fait où j'ai accouché, personne connaissait les pompes, encore moins les capteurs. On voulait tout me débrancher, on voulait me mettre une voix avec de l'insuline. J'ai dit non, 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 surtout pas. Et en fait, c'est mon mari qui a géré la pompe. Et puis, ben, au moment de l'accouchement, on sait que les besoins baissent tout de suite. Et donc, du coup, il a pu adapter. Enfin, on avait discuté avec docteur Peter, docteur Gastaldi, et on avait vraiment tout organisé pour que ça facilite au moment de l'accouchement aussi. Alors, c'est vrai que dans l'accouchement, la pompe, elle a beaucoup d'avantages. Si la personne veut accoucher avec la pompe et laisser la gestion. Il faut juste dire que du moment qu'on a une césarienne, on ne peut plus utiliser l'intelligence CAMAPS avec et on va la faire en manuel. Au moins, dans la plupart des endroits dans le monde, ils n'acceptent pas parce qu'ils ne garantissent plus, à cause de la diathermie, ils ne garantissent plus le fonctionnement. Et là, Ah la bon? recommandation officielle, c'est aussi d'arrêter par rapport à CAMAPS. Si on regarde, ils ont une sorte de document d'accouchement qu'ils ont. Et en général, c'est pour la césarienne, on arrête. Le mode automatique, à cause de Oui, la d'accord. diathermie, à cause du sensor, plus que pour la pompe. Ok. Après, on met les deux à des endroits loin du champ. Alors ça, c'est de toute façon, on le met les deux au bras, à des endroits loin du champ opératoire si jamais il y aura une césarienne. L'autre chose que moi je trouve super bien avec la CAMAPS, c'est s'il y a un partenaire qui est là dans l'accouchement, enfin il a quelque chose à faire. C'est vraiment, et je vous dis, j'ai une patiente type 1 qui est aussi sage-femme, et elle le dit aussi dans le truc, il me dit, c'est les partenaires qui sont le plus contents pour l'accouchement parce qu'ils ont un job. Hein, ils sont pas là, ils tombent pas en pomme, ils ont pas le truc, ils sont pas à côté, oui, chérie, ça va et tout ça. Ils ont un job, ils font partie du truc, ils savent régler. Et voilà, ils règlent leur job, c'est régler toutes les choses de la pompe pendant l'accouchement. On discute toujours tous les algorithmes de comment on le fait et comment on règle les différents débits et les adaptations avec le partenaire.
si un partenaire peut être là pendant l'accouchement. Là, je vais avoir une patiente qui me dit que justement le partenaire ne peut pas venir. Alors, c'est déjà une patiente que justement les premiers accouchements étaient faits sans pompe et c'est un peu par miracle que tout allait bien. Et là, je me demande un peu si on va faire l'accouchement avec la pompe ou non. Ça, peut-être vous pouvez même me donner en retour si vous pensez que vous aurez pu régler une pompe à côté. Mais sinon, je trouve que c'est une façon idéale pour être impliqué comme partenaire. Je trouve vraiment, parce que on a voilà, un job de faire avec qui est clairement défini et on peut être super utile et on est nécessaire, hein. On devient indispensable. Voilà. Alors, je trouve c'est charge mentale, la charge mentale et la pompe hybride. Qu'est-ce que vous pensez? Elle vous enlève la charge mentale ou elle la déplace ou elle la enlève un peu, elle déplace un peu? Moi, je deviens complètement obsédée par. Enfin, je passe ma vie à regarder les courbes. Et ça, c'est aussi les capteurs. Et je sais que pendant ma grossesse, je me souviens, avec mon mari, on allait marcher à 2 heures du matin parce que ça montait. Alors, enfin voilà, on devient complètement. Enfin, en tout cas, moi, de mon expérience, je suis devenue très control freak. Et je trouve encore plus avec la pompe. Après, je pense qu'on est forcément un peu control freak quand on est diabétique type 1. Et puis, mais ça rassure aussi beaucoup. Et puis après, j'ai pas eu trop de soucis techniques. J'ai eu de la chance à ce niveau-là. Donc, je peux pas dire que c'était plus une charge mentale. Enfin, je pense que le diabète, de toute façon, est une charge mentale. Et je sais pas si. Alors, oui, évidemment, bon, j'ai eu un accouchement programmé. Donc, la veille ou 2 jours avant, j'ai voulu changer mes capteurs. Et puis, évidemment, je saigne jamais quand je mets mon capteur. Évidemment, là, les 3 que j'ai mis, les 3, ils ont saigné. Donc, j'en ai. Enfin, bon, bref, c'est un peu les histoires où, bon, bah, c'était évidemment les fois où il faut pas que ça saigne. Et puis, c'est comme ça, mais ça s'est bien passé. Ça a été. En tout cas, Alors, ça, par c'est, je rapport à veux la dire, pompe, j'ai les pas. désavantages avec tous les avantages qu'on a, que Mhm. le contrôle est tellement mieux que maintenant on est dans le micromanagement des petites choses et on se met peut-être plus des charges pour ces choses-là. Et c'est un peu la question comment on peut se différencier de ça et prendre une certaine distance par rapport à ça. Je laisse la modératrice reprendre sa modération. Mais merci beaucoup pour tous ces témoignages, puis de voir que finalement, bah, les expériences, enfin, vous voyez un petit peu les mêmes choses ou ce que Victoria a vécu, et bien vous le retrouvez aussi dans certaines de votre expérience professionnelle. J'avais aussi la question de savoir, parce qu'on voilà, on est enceinte et on se projette, et est-ce que si la maman est en hypoglycémie, est-ce qu'on a une idée de si le fœtus est aussi en hypoglycémie? Comment ça se passe à ce niveau-là? Parce que c'est vrai qu'on a certains symptômes lors d'une hypoglycémie qui sont pas des plus agréables. Et du coup, voilà, on peut aussi se poser la question de bah, qu'est-ce que ressent l'enfant à ce moment-là? Est-ce qu'il le ressent? Comment Alors, on ne sait la réponse juste, on ne sait pas ce qui se passe avec l'enfant à ce moment même. Mais on sait que les dames qui ont beaucoup d'hypoglycémie ou peu d'hypoglycémie et tout ça, ça n'a pas une influence sur le outcome de l'enfant, sur la fonction cognitive de l'enfant, sur d'autres choses, l'hypoglycémie de la mère. Maintenant, l'hypoglycémie de l'enfant, qui est totalement différent quand l'enfant est né, ça, on sait qu'on va éviter. C'est pour ça on mesure après à l'enfant qui est né. Vous imaginez même avec le meilleur contrôle que la dame avec un diabète peut avoir, les glycémies sont quand même un peu plus élevées que quelqu'un qui n'a pas de diabète. Et en général aussi, la personne accouche par provocation césarienne un peu plus tôt. Et alors, il y a un peu moins de maturation aussi de l'enfant. C'est-à-dire, là, on mesure les glycémies de l'enfant. Et si les glycémies sont au-dessous d'un certain seuil, et ce n'est pas notre seuil, hein, pour le bébé, l'hypoglycémie, c'est 2,6. C'est une autre limite, là.
Alors, ils essaient de nourrir, de peut-être donner le sein avant. Pour ceux qui peuvent, qui veulent allaiter et qu'il y a l'option de faire l'expression de lait à 37 semaines, c'est par exemple une option déjà aussi. Comme ça, on peut venir avec des petites seringues et on donne ça aussi au bébé quand on n'a pas assez encore par rapport à la prévention d'hypoglycémie. Quand les glycémies commencent à descendre, on essaie de mettre plus fréquemment au sein et tout ça, mais quand ça descend un peu plus, là, il faut donner surtout des formes de sucre pour monter la glycémie au début oral. Et si ça n'aide pas après plusieurs reprises aussi en intraveineux. Donc, Mais durant la grossesse, il n'y a pas d'évidence que l'hypoglycémie de la maman est néfaste pour l'enfant. ok, donc vraiment éviter au Je moment. vous vois en haché. Est-ce que vous m'avez en haché aussi? Non, on vous entend. Non. Ok, Oui, on vous entend bien. Donc, d'accord. donc, les hypoglycémies durant la grossesse n'auront pas d'impact sur la santé de l'enfant. Par contre, au moment de l'accouchement, vraiment éviter une hypoglycémie chez le nourrisson. Et puis d'ailleurs, Voilà. Mais ça, vous ne pouvez pas faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, euh, le contrôle, le bon contrôle métabolique, il protège contre les hypos, mais du bébé après l'accouchement. Mais après, éviter, c'est vraiment pour plus au personnel soignant de le mesurer et de mettre au début régulièrement au sein, c'est-à-dire on ne va pas allaiter que, je parle de première 2 jours, hein, on ne va pas allaiter que aux besoins, mais on va mettre au sein un peu plus fréquemment si on veut allaiter. Sinon, la même chose avec la bouteille. c'est vrai que vous aviez évoqué l'allaitement en tout début de cette rencontre, de ce Midi Expert. Est-ce que, parce que vous disiez que c'est important d'anticiper, de se positionner, de savoir si on veut allaiter ou pas, est-ce que là, en tant que de nouveau personnes qui vivent avec un diabète de type 1, il y a des recommandations, des précautions, des éléments par rapport à ça, ou le fait d'allaiter va va changer les besoins en insuline? Qu'est-ce que... Oui, alors, il n'y a pas d'études sur l'enfant à long terme chez spécifiquement la population diabète type 1. Mais on sait des autres dames ou bien qui n'ont pas du tout de diabète ou qui avaient un diabète gestationnel, c'est très favorable pour l'enfant, pour la santé métabolique, immunitaire, asthmatique et tout ça. Et c'est aussi favorable pour la santé métabolique de la maman. Alors, c'est en général, ça, et même probablement pour la santé cardiovasculaire de la maman. C'est un peu difficile à savoir parce que souvent les mêmes raisons qui font qu'on n'allaite pas sont aussi des raisons qui sont liées à des risques cardiovasculaires plus élevés, comme une prééclampsie ou autre chose qui font qu'il y a un problème ou que l'enfant doit être hospitalisé, tout ça. Alors, c'est parfois pas super clairement qu'on peut faire la différence, mais en général, ce qu'on peut savoir aujourd'hui, que c'est favorable. Maintenant, oui, ça fait l'allaitement, c'est un peu dans l'idée comme une activité physique. Ça fait baisser les glycémies. Maintenant, au début, on allait encore très fréquemment, alors on a juste besoin de moi. Mais après, on va sentir que peut-être après l'allaitement ou durant l'allaitement, les glycémies peuvent baisser. Et en général, on aimerait bien à 1 an de revenir au poids de départ. Alors, l'idée, c'est vraiment de ne pas essayer de prendre des collations en plus. Et là, je dois aussi dire, l'allaitement, ça va pas mieux si on n'a pas besoin de manger pour 2, on n'a pas besoin. C'est vraiment alors c'est plus facile de dire que fait. C'est le repas et l'hydratation, le repos et l'hydratation qui jouent le rôle principal si on a assez de lait. Alors, l'hydratation est très importante. Dès que le bébé boit, on doit boire, mais on n'a pas besoin de prendre plus de calories. Au contraire, on propose de ne pas prendre plus de collations si on peut éviter, mais de faire les adaptations dans le dosage d'insuline par rapport à les glycémies qui peuvent baisser. Ok, ça me paraît très clair. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si d'autres personnes ont éventuellement des questions. N'hésitez pas, hein, Dorian ou Victoria, si d'autres choses vous traversent l'esprit, peut-être avant qu'on conclue. Je crois
pas qu'il y ait d'autres questions. Du coup, je vous remercie beaucoup. Est-ce que Peut-être juste, France, est-ce qu'on peut juste parler, peut-être rappeler les risques pour le bébé de développer un diabète, enfin, quels sont les risques pour le bébé de développer un diabète de type 1 ou des choses comme ça, même si on le sait et on nous le répète que c'est pas forcément, mais est-ce qu'on peut juste peut-être le rappeler pour les gens qui regarderont la vidéo Alors, la chez eux? maman qui est enceinte, d'avoir une grossesse avec un diabète type 1 ne fait pas que l'enfant a plus de diabète. Après, au niveau génétique, on sait il y a des HLA-types qui ont une certaine transmission, mais c'est très, très peu. La concordance, elle est beaucoup, beaucoup moins grande au niveau de diabète type 1 qu'elle avait au niveau de l'hérédité du diabète type 2. Alors, c'est pas qu'il y a zéro hérédité, mais elle est super petite. Et c'est pas la grossesse qui Merci, je fait pense que que c'est toujours bien de le rappeler. ah, on n'a pas besoin d'avoir mauvaise conscience. merci, merci beaucoup. Oui, Giacomo. Peut-être pour aussi par rapport à l'hémoglobine glyquée du départ, euh, peut-être de rappeler en fait que la différence entre un 7%, un 6,5% ou un 6%, c'est aussi une donnée qui est basée sur des études qui aujourd'hui quand même datent, parce qu'en fait on avait ces chiffres-là, mais il y a aussi l'équilibre et la variabilité de tous les jours. Euh, je pense que ça nous manque encore, hein, Jardinage. Je ne sais pas ce que Alors, tu en les penses. données des glyqués, ils sont maintenant relativement nouveaux en Angleterre, mais beaucoup aussi sur le type 1. Et, euh, et, et là, c'est vraiment d'autres, le type 2, pardon. Là, c'est d'autres facteurs après qui entrent en cours, mais on voit quand même que les moins glyqués plus bas, il a au seuil qu'on avait dit, ont un facteur protecteur par rapport à l'enfant. Maintenant, Mais la variabilité, pardon? je trouve intéressant de le formuler de cette manière-là, de dire que c'est vraiment un facteur protecteur quand on est en dessous de 6,5, Oui, et que les risques, par contre, deviennent clairement conséquents au-dessus de 7. Bien sûr, oui. Après, tu vois comme. ça dépend toujours quel risque et à quel moment. Mais c'est sûr que pour les malformations, la différence entre 6,5 et 7, elle est négligeable. Je parlais plutôt Voilà, des autres, on va dire, potentielles complications. Après, la variabilité, alors si on regarde des gens qui ont des sensors, le time in range, le time above range, le time below range et toutes ces choses-là, sont tous aussi liés à un outcome favorable. Et ça a été montré aussi récemment de nouveau avec des études de suivi et là, peut-être vous êtes. Alors, les demandes, je ne sais pas si Dorian, toi, tu portes un sensor? Oui, moi j'ai le Diabeloop, donc qui est relié avec la pompe, le Dexcom. Alors, oui, alors tu as le Dexcom. Alors, tu sais que au dehors de la grossesse, le temps dans la cible, c'est 3, 9 à 10. Et dans la grossesse, ce temps dans la cible, il change. C'est 3, 5 à 7, 8. C'est différent. Et là, ces études-là ont montré que d'être compatient avec un diabète type 1, mais d'ailleurs aussi type 2, à plus que 70% dans la cible était aussi protecteur. Alors, parfois, on peut s'imaginer. Maintenant, Giacomo, pour voir si ça c'est indépendant de la glyquée ou non, ces analyses, on va dire, sont pas rapportées. Ouais. Mais merci de ces précisions, parce que je pense que c'est vrai que ces 3 dernières années, les données sur le contrôle glycémique et l'envie d'avoir des glycémies basses a vraiment fortement changé, parce qu'on a eu une dizaine de nouvelles études qui ont été publiées. Et je dirais il y a une pression, hein, qui est quand même beaucoup plus grande à avoir aujourd'hui des glycémies bien plus On basses que a ce une qu'on nouvelle a. norme qui s'établit, Voilà. qu'avant, voilà, c'était tellement rare de voir des bons contrôles. Et là, quand on les a, ça devient un peu la norme. C'est ça que je dis aussi au niveau, c'est pas que pour le diabète d'ailleurs, c'est beaucoup de choses dans la grossesse.
qu'on s'attend un peu à avoir du Oui. parfait. Et voilà, mais en tout cas, je crois qu'il faut pas, faut bien, je dirais, organiser la gestion du diabète avant la grossesse. C'est, je pense, vraiment la clé. Puis ensuite, les grossesses, généralement, se déroulent bien. Et on a, chez les femmes qui sont bien préparées, les grossesses se passent généralement extrêmement bien. Et en tout cas, merci pour tous les points que tu as soulevés, Jardena. Tu es toujours aussi clair. C'est sûr que vous voyez, hein, nous, notre tendance à nous, comme médecins, c'est de regarder tous les détails, tout ce qui pourrait éventuellement se passer. Forcément, ce sont des facteurs qui suscitent, qui peuvent susciter des craintes. Mais l'idée est en fait d'y aller préparé et généralement ça se déroule bien. Exact. C'est pas une raison de ne pas faire un bébé. Je veux Non, dire, le ni d'avoir climat, peur. d'autres choses, la guerre et tout ça, ben, peut-être, mais pas le diabète. Mince, vous ne m'entendiez pas. Bon. Je pense que c'est une très très belle conclusion de dire, on va garder ça pour le mot de la fin, que voilà, de vivre avec un diabète de type 1, c'est pas une raison pour ne pas avoir d'enfant. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour vos interventions. Et puis, je vous rappelle juste le petit questionnaire que je mets maintenant dans le chat pour nous donner vos idées sur les Midi Expertes ou sur d'autres activités organisées par la Fondation. Et puis, je vous fais juste un petit topo sur les prochaines activités. On organise des rencontres autour de rafraîchissement à Genève le 27 janvier et à Lausanne le 19 janvier. On est en train de s'étendre dans la Suisse romande. Donc, Doriane, je ne sais pas où vous habitez, mais voilà, vous êtes bienvenue. Et puis, également, un atelier crêpes aussi à Lausanne et à Genève en février. On vous donnera les dates plus précisément sur le site de la Fondation. Dernière précision, le prochain Midi Expert se fera plutôt sous forme de groupe de parole, toujours en lien avec cette thématique grossesse, mais là, plus en lien dans le partage d'expériences et de vécu en présentiel à la Fondation. On n'a pas encore communiqué à ce sujet sur le site de la Fondation, mais ça ne saurait tarder. Voilà, je vous remercie beaucoup à tous et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Au revoir, merci.